Alan, is consciousness the result of a process? La conscience est-elle le résultat d'un processus? Est-ce que c'est quelque chose qui existe pour toujours et qui existe depuis toujours également? Je sais que vous avez une présentation. Toutefois, il s'agit d'une question que j'aimerais explorer, et étant donné que nous avons entendu deux versions différentes et vous êtes expert dans ce domaine, donc j'aimerais entendre votre point de vue en ce qui concerne ces deux visions de ce qu'est la conscience. Alors, ça m'intéresse évidemment, la conscience. Et je vois que la plupart des participants aujourd'hui expriment effectivement des points de vue différents en ce qui concerne la conscience et la manière dont le monde est organisé. Et dans ce que je vais dire, il va y avoir des différences par rapport à ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, et je suis très heureux d'aborder le sujet de ces différences. Sans forcément m'attacher uniquement à ce qui s'est dit auparavant. Alors, bien sûr, on peut se dire que la conscience, c'est très basique. C'est ce que disait Isaac Newton, finalement, c'est le mobilier de l'univers. À savoir, ça ne peut pas être plus basique. Alors, ça ne veut pas dire que tout est fait à partir de la conscience. Ah, d'accord, nous avons mes diapos qui passent. Super. Donc il n'y a rien. Et ici, avec cette diapositive, je voulais représenter le vide, la condition, l'état dans lequel était le cosmos avant la création du tout et de tout. Et c'était effectivement peut-être un Big Bang, en tout cas c'est la théorie actuelle. Et d'après moi, et c'est simplement une idée que j'ai, la conscience est primale. Elle a certainement été présente dès le début. C'est possible. En tout cas, elle était là au moment du processus de création de l'univers. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des esprits présents tels qu'on les connaît aujourd'hui, ou un esprit présent tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, effectivement, l'univers est nourri de conscience. Et j'aimerais en parler avec la perspective de l'évolution. Évolution en termes de temps, mais également en termes de niveau de complexité. Donc, ça c'est l'évolution qui accélère, qui surfe. Alors nous voici avec la diapositive du Big Bang. Donc du rien naît quelque chose. Ça c'est la parabole ancienne que nous connaissons, avec l'explosion primale qui donne naissance au tout, au matériel, en termes d'énergie également. Et il me semble que nous commençons déjà à voir ce que nous appelons un principe créatif à l'œuvre. Et nous en avons entendu parler avec notre ami astrophysicien ce matin, à savoir cette créativité centrale qui se retrouve au cœur même du cosmos. Alors, nous avons ce Big Bang avec de l'énergie qui s'est diffusée partout. Et c'est comme s'il y avait des ondes de choc, vous voyez. Les physiciens parlent d'asymétrie dans tout ce qui s'est produit depuis la création de la matière, avec ensuite la création d'univers coalescents. Et donc nous avons ce moment de création, le Big Bang qui s'est produit. Et avec un petit peu d'asymétrie, eh bien, des formes basiques ont émergé. Et donc c'est très intéressant de regarder les toutes premières microsecondes de la création du cosmos. Parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées en l'espace de quelques millisecondes. Avec la création d'une forme de structure,
Et puis ensuite, sort of hurry up and wait kind of deal, tout even in the cosmic level. s'est accéléré au niveau cosmique. This Et is a fractal ici, image vous avez une of the image early fractale universe. I du put it tout because I début liked de it. l'univers. J'aime beaucoup cette image, c'est pour ça que je l'ai intégrée ici. But it represents the same Elle kind représente of idea. la même idée, And over une a idée du long même period ordre of finalement. time, Et then this après energy began to beaucoup de form temps, into eh bien, structures l'énergie that a you can commencé recognize. à Dust former des clouds, structures, solar le liquide, systems, les solides, le planets, système solaire, les planètes, galaxies, les galaxies, so on. etc. So here's the big Et donc picture. vous avez ici une vue And d'ensemble. you can see up in the upper left, Et en haut à gauche, ce que vous voyez, upper right from your pardon, en haut à perspective, droite pour vous, period, what's eh called bien, the Dark que vous Ages. avez That's before, la période obscure, even though the energy is avec expanding out through the l'énergie cosmos, qui it's before the connaît une first, expansion dans le cosmos, the first objects began avec les to tout form, premiers objets qui ont and commencé à se first, former suns, sous la forme stars, that is, donc, solar systems, du and so Soleil, des étoiles, du système solaire, etc. on. So what I'm wanting to do Et is ce que je cherche à faire ici, establish a principle c'est de here mettre en place un of principe, first silence, le premier silence, a kind of creative à savoir void, ce as the Buddhists vide often say, créatif, and comme there's le disent souvent les bouddhistes, a deep Christian spiritual tradition et également dans les also a traditions kind of chrétiennes, spirituelles. creative On parle de principle ce principe behind créateur, God person, that you get in some Christian mystics, avec like, donc Eckhart, for parfois example. donc la présence de Dieu, hein, on le voit avec certains mystiques chrétiens comme Eckhart par exemple. And so it's out of this Et essential creativity that avec the cette créativité essentielle, primale, eh bien, il y a eu émergence de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, quelque chose se crée à partir de rien, à partir du silence. Et j'en reparlerai à différents niveaux, simplement parce que c'est vrai, dans une certaine mesure, également de l'expérience humaine. Nous sommes conçus très tôt, nous sommes des embryons. Et je ne pense pas que l'embryon pense beaucoup ou qu'il soit conscient de manière habituelle ou usuelle. Il y a une conscience silencieuse et ensuite l'embryo se développe jusqu'à la naissance du bébé. Et dans cette période de silence, un psychologue, William James, psychologue américain, parlait de cette confusion florissante qui fait du buzz, à savoir que c'est un processus sensible où il y a une forme d'inondation des sens avec donc la capacité de ressentir le goût, les couleurs, etc. C'est un petit peu pareil que l'univers et la création de l'univers véritablement, avec donc cette formation de l'univers. Et tout s'est créé initialement à partir du silence. Et puis ensuite, avec l'évolution qui se produit, eh bien, des structures se mettent en place, des planètes, un système solaire à partir des nuages de poussière qui se sont condensés en planètes, et puis ensuite des clusters d'étoiles, et puis des galaxies, et ensuite des clusters de galaxies lorsqu'on a vraiment la vue d'ensemble. Et j'aimerais parler des clusters en fait. Parce que vous les voyez ici. Je suis obligée de me retourner pour regarder donc les diapositives. Donc vous voyez les planètes qui se forment, les systèmes solaires, l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et ici, j'aimerais souligner l'importance des groupes d'êtres, des groupes d'énergie, de clusters. Ici, vous voyez les poissons, les bancs de poissons, parce que c'est le regroupement des objets ou des processus qui donne lieu à des processus complexes intéressants. Et ceci est vrai pour tous les éléments naturels. Si vous faites bouillir de l'eau, eh bien, ce sont des molécules d'eau qui sont traversées par la chaleur et qui finalement créent des clusters de molécules. Et donc elles s'organisent en groupes comme un banc de poissons finalement. Et ces groupes vont créer un flux et puis quelque chose de conventionnel finalement. Et
Et si vous regardez votre casserole sur la gazinière, et donc cette eau qui bout, c'est un véritable miracle, parce que vous voyez quelque chose qui était aléatoire, qui se transforme en quelque chose de structuré, un flux structuré. Et ce sont des schémas qu'on retrouve dans l'eau bouillante, mais ailleurs bien sûr, et qui se complexifient de plus en plus et qui interagissent finalement. Donc nous voyons l'augmentation du niveau de complexité qui se produit. C'est vrai pour les systèmes écologiques, la complexité existe également dans les processus atmosphériques, la météo, les courants marins, les processus biologiques également. Sont le résultat de la complexité. Et la vie pose cette question, comment est-ce que ces molécules, d'où qu'elles viennent, comment est-ce que l'on peut voir ces énormes molécules biologiques qui flottent dans l'espace, comment est-ce qu'elles arrivent à s'organiser pour former des structures qui vont suivre des processus avec un flux. Et comme ce banc de poissons, on voit que la plupart de ces molécules qui se regroupent finissent par former comme une membrane qui peut se diviser, se reproduire et donner lieu à d'autres groupes de matières organisées qui peuvent se reproduire et créer des rejetons finalement. Et donc c'est un processus qui se complexifie de plus en plus et c'est un processus fondamental. On le voit dans la manière dont le cosmos s'organise physiquement. On le voit également dans la manière dont les systèmes biologiques s'organisent. L'évolution en mouvement. Et on le voit également dans la nature de l'esprit. Le bébé qui devient un enfant, donc l'esprit de l'enfant qui devient l'esprit de l'adolescent, qui devient l'esprit de l'adulte, avec un flux de pensées, d'images, d'idées, qui devient de plus en plus organisé et qui finit par s'organiser dans la vie de l'être. Et pour moi, je me réfère à Henri Bergson, qui est un mathématicien, philosophe scientifique français du 19e siècle et qui a écrit un livre sur l'évolution créatrice, qui décrit bien sûr tous ces processus et de la manière dont ils fonctionnent. Alors bien sûr, il ne les décrit pas de la manière moderne et dont nous la comprenons aujourd'hui, mais il dit que ces processus, ces nouvelles structures, ces nouvelles choses qui émergent et interagissent avec d'autres, finissent par créer des choses qui n'ont jamais existé auparavant. Par exemple, si vous prenez des produits chimiques, on va faire un exemple très simple, et que vous les mélangez, ils vont interagir. Les molécules chimiques vont interagir et puis vont donner lieu à un nouveau produit chimique que nous ne connaissions pas avant. Et ces nouveaux produits chimiques vont également interagir avec d'autres produits chimiques. Et puis nous avons ici à l'œuvre un processus de transformation qui donne lieu à de nouvelles substances, à des processus plus complexes encore. Et ce sont des processus de différentes formes, de différentes natures et qui sont autopoïétiques, comme nous le disons, c'est-à-dire qu'en fait, ils se créent eux-mêmes. Donc, c'est ce que nous appelons ce processus auto-créateur. Et il s'agit vraiment de quelque chose d'auto-créateur. C'est quelque chose qui se génère tout seul. C'est ce qu'on dit, on dit autopoïétique en
qui vient donc du mot poétique qui veut dire quelque chose qui se crée soi-même. L'autocréation. Selon moi, il y a une conscience dans ce processus qui nourrit tout ce processus. Alors nous avons entendu un point de vue très intéressant ce matin avec l'astrophysicien et on voit les idées qui émergent, à savoir que les choses se complexifient. Et puis ensuite la conscience apparaît. Et vous avez vu cette idée selon laquelle, par exemple, la pierre n'est pas consciente. Mais la question, c'est de savoir quand est-ce que la conscience commence. Est-ce que c'est au niveau de la bactérie, des organismes monocellulaires? Mais quand on regarde des organismes de plus en plus complexes, la question, c'est de savoir quand est-ce que la conscience se forme dans ce processus. À quel moment? Alors, quand on parle de ce processus autocréateur, à un certain niveau de complexité, eh bien, effectivement, la conscience apparaîtrait. Est-ce que ça explique bien les choses? Alors, certains vont vous dire que c'est un miracle qui se produit, mais le problème, selon moi, c'est que c'est difficile de définir où est-ce que ça se produit exactement, et on ne peut pas vraiment définir le seuil. Est-ce que les vertébrés sont conscients? Est-ce que les reptiles ne le sont pas alors que les mammifères le sont? C'est difficile de savoir exactement à partir de quand est-ce que ça se produit. On peut descendre dans la chaîne comme ça de complexité, mais on ne peut pas dire qu'il y ait un esprit au sens humain dans certains organismes précoces dans l'évolution. Mais l'esprit, c'est pas la même chose que la conscience. Et la conscience, c'est quand même un autre problème. Il y a beaucoup de physiciens qui, si on leur avait demandé de parier sur quelque chose, auraient dit qu'il existe effectivement, il y a une forme de conscience tout en bas de la chaîne, dans les particules atomiques, etc. Ils appellent cela la protoconscience. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne crois pas qu'ils sachent eux-mêmes ce que ça veut dire. Toutefois, il y a cette idée selon laquelle il existe quelque chose d'élémentaire, une forme de conscience. Et quand je parle de cette conscience, qu'est-ce que je veux dire? Alors, une définition assez répandue de la conscience, en tout cas dans le monde anglophone. Alors, je sais que c'est un petit peu plus complexe en français parce que il n'y a pas de différenciation entre la conscience au sens donc, psychologique et moral. Et pour nous, en anglais, la conscience, alors je vais revenir à un article qui a été publié il y a quelques décennies, c'est qu'est-ce que ça veut dire être une chauve-souris. Alors il y a plusieurs types de chauve-souris, la chauve-souris marron, et puis il y a... Vous n'avez pas de baseball en France, hein? Moi je suis un fan de baseball. Alors si vous jouez au baseball, s'il y a quelqu'un qui est fan de baseball ici, alors le mot, la batte de baseball, c'est le même mot pour chauve-souris en anglais, hein. Bat. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous, à votre avis, si vous étiez une batte de baseball? Ouais, c'est pas grand-chose, hein. Par contre, si vous êtes une chauve-souris, là, c'est autre chose. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire d'être une chauve-souris, mais ça doit signifier quelque chose. Vous voyez? Donc, si vous voulez aller vraiment au fond des choses, il faut expliquer ce que c'est que la conscience. Ça veut dire qu'est-ce que c'est ici et maintenant de ressentir ce qu'on ressent, de penser ce qu'on pense, de goûter ce qu'on goûte et d'entendre ce qu'on entend. Il s'agit là de la conscience au niveau très fondamental, basique. Une conscience intellectuelle, au sens de la subjectivité. C'est subjectif, c'est intérieur. Pourquoi? Parce que ça vient de notre espace intérieur. Et vous avez également la conscience politique, qui est un concept tout à fait différent, important mais différent. Et alors, est-ce que l'on est conscient dans le sens où
on s'intéresse à quelque chose ou est-ce qu'on n'a pas du tout de conscience, dans le sens moral, etc. Donc vous voyez, là je parle vraiment de l'expérience intérieure, de ce que c'est d'être conscient. Et puis si on se réfère à la pensée orientale, le bouddhisme et surtout l'hindouisme, vous voyez ici j'ai un petit gilet indien, eh bien la conscience, c'est une notion assez similaire, mais avec en plus une propriété dynamique, active. Et dans la pensée indienne, la conscience est également reliée au Shakti, c'est-à-dire à l'énergie, au feu et à d'autres concepts qui indiquent qu'il s'agit de quelque chose de dynamique, avec une composante dynamique. Alors c'est intéressant d'y réfléchir parce qu'il y a d'autres conceptions de la conscience qui sont difficiles à expliquer ou à comprendre si vous pensez que la conscience c'est simplement un concept passif. Par exemple, on sait que certaines personnes sont des soigneurs. Dans les cultures plus natives, eh bien, il y a des soignants, des soigneurs. Alors, je ne sais pas en France, mais nous parlons aux États-Unis de médecines alternatives avec des gens qui sont des soigneurs, qui peuvent même soigner à distance. Et nous avons des données vérifiées sur donc, ce qui se passe au niveau du cerveau lorsqu'il y a un acte de soin qui se fait comme ça à distance. Donc, revenons à la conscience. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on fait de la méditation, lorsque l'on envoie de la compassion vers une autre personne, par exemple? Et je présume qu'il s'agit là de quelque chose qui va plus loin que simplement la compassion lorsque l'on fait du soin. Moi, je ne suis pas soigneur, hein, mais lorsque la compassion est eh bien, canalisée correctement, eh bien, elle peut avoir effectivement un impact positif, et peut-être même négatif, je ne sais pas. Alors, Alan, lorsque vous dites qu'il y a différentes formes de conscience dans tout objet existant, depuis l'atome jusqu'à l'être humain et même plus, j'aimerais en savoir plus sur ce que cela implique pour les êtres humains en termes d'évolution de la conscience, en termes également d'évolution culturelle, et peut-être qu'il existe des modèles, des instruments qui nous permettent de définir les valeurs, les perspectives qui sont donc définies. Alors, est-ce que j'ai le temps pour ça? Vous avez encore 15 minutes. Oui, c'est bien que vous me le rappeliez parce que je ne pensais pas à parler de cela. Alors, il y a un philosophe que tout le monde connaît, Hegel, qui donc fait partie de l'école romantique allemande et qui pensait que le monde que nous connaissons, dans un certain sens, est donc le manifeste divin, l'absolu, comme il l'appelait. Donc, avec l'évolution de la conscience chez les êtres humains, avec l'évolution de la spiritualité également, eh bien, il appellerait ça le manifeste de Dieu, ou la manifestation de Dieu. Aujourd'hui, on parle plutôt de créativité qui constitue une caractéristique fondamentale du cosmos. Et il semble que les choses prennent une certaine direction. Lorsque l'on parle de l'évolution, vous avez Richard Dawkins qui a écrit un livre intitulé The Blind Watchmaker, donc l'horloger aveugle. Bon, il y a toute cette notion. Alors, le pauvre Darwin ne s'est jamais rendu compte, en fait, de tout ça. Mais on ne peut pas lui reprocher, hein, parce que Darwin, ce qu'il avait vu, c'est que, eh bien, effectivement, la vie évolue dans le temps et qu'il existe un mécanisme qui explique cela. Mais en même temps, il y a quand même un sens. Apparemment, il y a une direction qui est prise. Teilhard de Chardin, Henri Bergson en ont parlé. Et c'est ce qui nous a mené à cette idée qui a été, à mon avis, galvaudée à un moment, selon laquelle eh bien, l'évolution tend vers la création des êtres humains. Pourquoi les êtres humains?
et peut-être plutôt des êtres humains blancs et puis de préférence masculins. Et on se retrouve aujourd'hui avec des bodybuilders, des gens qui sont là pour uniquement travailler sur leur corps, etc. Bon, voilà, ça fait aussi partie de l'évolution. Mais dans l'histoire, l'évolution de l'humain, il y avait une des diapositives que j'avais pour montrer cela. D'ailleurs, peut-être on pourrait revenir sur cette diapo. Donc, dans l'histoire de l'évolution de l'être humain, il y a eu ce que j'appelle des goulots d'étranglement, à savoir des passages plus difficiles à surmonter. Il y a eu une période où il y avait seulement quelques centaines d'hommes qui vivaient au sud du continent africain et qui vivaient de la pêche et qui étaient très heureux. Et puis, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant, on est partout, le monde est peuplé partout. En tout cas, l'évolution humaine, c'est quelque chose de très peu probable, en fait, qui s'est produit. Alors, on pourrait parler de probabilité complètement aléatoire. À mon avis, c'est une idée stupide. Il y a un économiste bouddhiste qui a dit que c'est pas parce qu'on voit quelqu'un qui ramasse une pièce dans la rue que l'on peut en déduire que c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et il a dit ça pour commenter justement ce processus d'évolution. Donc, si on parle de l'évolution des organismes, finalement, alors c'est quoi l'avantage? C'est d'avoir quoi? Un plus gros cerveau ou des plus gros muscles? Pour pouvoir réfléchir vite, pour pouvoir avoir des muscles qui vous permettent de courir plus vite, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir chasser, mais aussi pour pouvoir vous enfuir face à un prédateur. C'est aussi très important. Donc, dans l'évolution, il y a eu beaucoup de choses qui ont eu trait au fait d'avoir suffisamment de musculature pour pouvoir courir vite, attraper des choses, manger, etc. Et c'est assez remarquable à observer. Il y a un primatologue qui disait que même en savant que, il y avait peut-être une douzaine d'espèces de singes avant l'arrivée de l'homme, donc en Afrique du Sud, c'est incroyable que nous soyons arrivés, que nous ayons pu acquérir le langage, développer les outils, etc., etc. Les langues sont là depuis 2-3 millions d'années. Et donc, qu'est-ce que faisaient ces gens-là? Et il y a 40-50 000 ans, la langue a évolué de plus en plus vite tous les jours. Et l'évolution biologique, selon certains, pourrait expliquer ce phénomène, alors que d'autres pensent que non. Ça n'est pas le cas. Et je ne peux que me poser la question, quand on parle des champs morphiques, comme le dit Rupert, est-ce que c'est ça qui a permis de faire avancer les choses? Alors, le niveau de conscience, la perspective de ces personnes à l'aube de l'humanité, elles étaient très différentes de nous aujourd'hui. Oui, très clairement, la conscience a évolué dans l'histoire. J'ai écrit 2 livres à ce sujet. Toutefois, même dans l'histoire telle qu'elle a été écrite, la conscience a effectivement changé. On voit ce qui s'est passé, les mouvements au sud de la France, au nord de l'Espagne, on voit le niveau méditerranéen, le monde grec, etc., et même oriental. On voit bien qu'il y a eu des évolutions fondamentales. Et dans le monde, effectivement, on voit bien qu'il y a une complexification, même au niveau de l'art. Si vous regardez ce qui s'est fait avec Picasso et son œuvre Guernica, je crois qu'elle est présentée ici à Paris, n'est-ce pas? Il faut que j'aille la voir. Non, Guernica n'est pas à Paris. En tout cas, c'est certainement une des plus belles peintures au monde, parce qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui démontre, qui reflète cette complexité de quelque chose qui se produit en dehors de tout espace-temps.
Alors bien sûr, c'est une œuvre d'art anti-guerre, la plus belle qui ait jamais été créée à mon avis. Mais c'est vraiment très très intéressant. Et pourtant, c'était pas quelqu'un qui était reconnu pour son caractère moral. Mais elle est extraordinaire cette œuvre. Et je me souviens qu'en Californie, il y a eu un film qui se concentre sur les Mendecinos qui donc consomment de la marijuana et en fait donc il y a eu en fait une étude sur eux et ce qui est intéressant c'est de voir c'est que finalement le monde moderne, l'homme moderne pourrait être considéré que bah voilà on est tous plus ou moins pareils, mais je pense que effectivement les hommes des cavernes ils n'étaient pas du tout comme nous, donc il y a effectivement évolution. Alors il y a ce travail de la sociologue Claire Graves qui a cherché à définir les différentes étapes de conscience, les différents niveaux de conscience. Et vous les voyez ici à l'écran. Oui, il y a des niveaux de complexité effectivement que nous devons donc connaître. On sait qu'il y a donc ce processus depuis l'enfance. Oui, on avait, je crois, un diagramme, c'est la dynamique des spirales. C'est également le travail de Jean Piaget qui montre que mentalement, ça c'est aussi un des sujets que j'aimerais explorer un petit peu plus avant, c'est en fait une complexité mentale qui augmente et on passe différents niveaux dans la manière dont nous nous relions aux autres et dont nous percevons le monde. Et donc cette dynamique en spirale en est un très bon exemple. Alors je ne peux pas m'attarder sur l'explication de ce modèle, mais ça fait partie des sources de mon travail. Après, il y a d'autres chercheurs qui sont plus avancés par rapport à cela. Donc, depuis l'enfance jusqu'à l'adulte et même au-delà, eh bien, effectivement, il y a des niveaux de sophistication qui nous permettent de comprendre de mieux en mieux le monde qui nous entoure, avec des niveaux de reconnaissance que nous avons ici. Et effectivement, on passe des frontières aux transitions, on augmente la complexité. Et je suis sûre que de nombreuses personnes ici ont des connaissances en ce qui concerne la psychologie développementale et la psychologie du développement, pardon. Et cette psychologie du développement, on peut la traduire d'une meilleure manière si on est capable de comprendre la complexité de l'enfant, de l'esprit de l'enfant. Piaget en a parlé. Et comment est-ce que cette complexité augmente et comment est-ce que cela va avoir une influence sur la manière dont on se relie aux autres. Par exemple, le petit enfant qui vit dans un monde d'imaginaire avec des jouets, etc. Alors, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle là le niveau magique. Oui. Et donc, pour les enfants, eh bien, ils vont vous expliquer le monde d'un point de vue magique. Pourquoi est-ce qu'il pleut au printemps? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut bien de la pluie pour que les fleurs puissent pousser. Donc voilà, ça c'est leur explication magique. Alors, on n'est pas du tout dans l'esprit rationnel, logique, mais c'est l'explication magique de l'enfant. Et c'est quelque chose qui est toujours vivant chez nous et à l'œuvre dans le monde, cette conscience tribale, chamanique, par exemple. Il semble que, du point de vue intégral, l'extérieur reflète l'intérieur. Si on a une bonne perspective de notre niveau de conscience, eh bien, on va créer un monde qui est à notre image. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est un point intéressant à soulever. Alors, on se développe culturellement ou personnellement sans penser à ce principe d'intérieur-extérieur, pas avant un certain niveau de conscience, parce que les enfants vivent jusqu'à un niveau qu'on appelle mythique, on le voit dans toutes les cultures. On a beaucoup parlé des cultures mythiques avec différentes explications dans la culture mythique. Eh bien, vous avez les grands contes archétypaux, les dieux qui vont déterminer le destin des êtres humains. Tout ça, c'est mythique. Et on se pose la question de savoir dans quelle mesure les gens ont un sens de l'intérieur et de l'extérieur.
Alors, ça peut paraître très étrange, mais lorsque Socrate a dit « connais-toi toi-même », il ne voulait pas dire la même chose que ce que disent les bouddhistes lorsqu'ils parlent de méditation, à savoir l'observation de nos processus intérieurs. Non. Ce qu'il disait, voilà, si vous ne pouvez pas enfoncer un clou sans vous taper sur le doigt avec le marteau, vous ne devriez pas être charpentier. Donc, si vous ne pouvez pas, parler aux gens et faire en sorte que votre message passe, vous ne devriez pas être orateur. Donc, voilà, c'est vraiment le concept de base du connais-toi toi-même. Voilà, et on revient maintenant aussi à Jean-Paul Sartre, qui a une certaine architecture intérieure qui émane de ça. Et quand les gens grandissent, évoluent, eh bien, il y a ce phénomène de complexification et il y a une conscience qui émerge du concept de l'intérieur et de l'extérieur chez l'adulte. Mais souvent, il y a une grande distinction entre ce que l'on ressent à l'intérieur et ce que l'on expérimente à l'extérieur. Et lorsque l'on regarde le développement personnel, lorsqu'il se développe, eh bien, c'est une conscience qui semble se dissoudre encore une fois, et s'évanouir quelque part. Bien sûr, il y a une heure ou deux ici, il y avait un orateur qui parle des animaux et qui s'intéresse aux animaux. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas vraiment de différence entre sa conscience à lui et la conscience d'un animal ou la conscience ou qu'elles se produisent. Parce que la compassion se fonde sur ce sens de la communauté que nous pouvons avoir. Les hommes pensaient que les femmes étaient des objets étranges et qu'ils n'avaient pas de conscience. Et c'est ce qui s'est passé également avec l'esclavage. Les Romains avaient des esclaves et les Romains jouaient avec ces esclaves, ils leur coupaient les membres, etc. Et c'était un jeu pour eux. Alors qu'aujourd'hui, et bien sûr, l'esclavage aujourd'hui est banni et éradiqué de la surface de la planète, ou presque. Et il y a vraiment cette capacité à voir le monde avec les yeux de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Donc on n'est pas encore à ce stade pour les animaux, mais on y arrive, à mon avis. C'est-à-dire que nous avons acquis cette capacité à éprouver une sympathie, une certaine connexion avec les animaux. Et il y a des gens qui sont suffisamment connectés avec leurs animaux de compagnie pour être vraiment embêtés si, par exemple, on les nourrit mal, alors que pour d'autres, c'est encore étrange. Alors, dans ce que vous avez dit, est-ce que l'on peut dire, est-ce qu'il est juste de dire qu'il existe différentes perspectives, des niveaux de conscience partout dans le monde? Parce que tout le monde n'évolue pas au même rythme. Et dans la diapositive derrière nous, on voit bien qu'il existe des endroits dans le monde, ou des peuples dans le monde qui sont porteurs de valeurs qui n'existent pas ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou moins bien, ça veut dire que simplement il y a des différences. Oui, ça va aussi être quelque chose qui est en fonction des niveaux d'éducation, de pauvreté, etc. Alors, il y a des guerres dans certains endroits, etc. On a parlé du Vietnam, par exemple. On sait que si on éduque les gens, si on leur donne des ressources, c'est mieux de les envoyer à l'école, quoi. Parce que pour améliorer les valeurs de n'importe quelle société, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vite? Eh bien, il faut donner le pouvoir aux femmes. C'est vrai. C'est-à-dire que donner aux femmes l'accès à l'éducation, c'est une excellente idée. Pourquoi? Parce que les femmes éduquées vont prendre les rênes. Et si elles sont plus actives dans le monde, eh bien, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. L'économie va être mieux répartie. Voilà. Et si vous regardez donc, le monde bancaire, on a les Quakers aux États-Unis qui sont très impliqués. En
Inde, vous avez la mise en place de ces microcrédits. Donc une personne veut donc acheter son petit commerce, et bien vous pouvez le faire avec du microcrédit. C'est pas vrai dans les grandes banques. Et donc ce sont des flux qui se sont mis en place de manière un petit peu alternative. Si la personne peut acheter un petit étal pour pouvoir vendre au marché, eh bien il va pouvoir gagner de l'argent, et donc ça fait beaucoup d'amélioration de la vie. Donc oui, voilà, je m'égare un peu, mais alors j'ai une autre question pour vous. J'ai vu que vous avez donc décrit différents niveaux de conscience qui se produisent dans le temps. Et il semble que la plupart du temps, le niveau de conscience émerge en fonction du niveau précédent. Par exemple, en France, nous avons été les premiers pionniers du siècle des Lumières, et beaucoup de philosophes disent que eh bien, peut-être le monde n'a pas été créé en 6 jours, mais que peut-être il n'y avait pas de Dieu derrière tout cela, peut-être que la science, le rationnel, donc peut nous permettre d'expliquer ça, et donc on a une culture qui s'est fondée sur ces nouvelles valeurs, donc, au détriment des valeurs précédentes. Et peut-être qu'il y a d'autres valeurs, des valeurs qui ne consistent pas uniquement à être des êtres humains rationnels, mais inclusifs, avec l'intégration des minorités, etc., dans différents endroits du monde. Comment est-ce que l'on peut éviter? Parce que si on regarde chaque niveau de conscience, eh bien finalement, si on se retrouve dans les silos de ces niveaux de conscience, on peut générer de l'intégrisme commercial, financier, écologique. Comment est-ce que l'on peut éviter de basculer dans ce piège d'être simplement dans un niveau de conscience, mais faire en sorte que l'on continue d'évoluer? Alors, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai eu cette question déjà. Comment est-ce que individuellement on évolue? Il me semble que l'une des réponses à vos questions consiste à dire, tout d'abord, que, bien sûr, il faut nous changer nous-mêmes. Ça fait bien sûr partie de ce que l'on doit faire. Et pour changer quelque chose, effectivement, il faut avoir une conscience différente, quelle que soit la source de cette conscience. Et bien sûr, le cercle des Lumières donc, a créé un changement, effectivement. Et donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe au paradigme suivant aujourd'hui. Toutefois, parmi d'autres éléments très importants, il y a 2 composantes que j'aimerais citer pour l'évolution individuelle. Bien sûr, il y a l'éducation et le fait d'avoir des expériences variées, culturelles, artistiques, littéraires également. Toutefois, j'aimerais souligner le concept de silence. Et je suis heureux de pouvoir y revenir parce que, bien sûr, c'est un des sujets que j'aime beaucoup aborder. La recherche montre aujourd'hui que la méditation accélère la croissance psychologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, il y a des évolutions fondamentales dans ce cosmos créatif dans lequel nous vivons, qui émanent du silence. Alors, je ne peux pas vous expliquer cela de manière mécanique, je sais simplement que c'est vrai. Matthieu n'a pas vraiment mis l'accent sur le silence lorsqu'il a parlé de méditation ce matin, mais à mon avis, il faut dire que la plupart des formes de méditation, à un moment ou à un autre, impliquent le silence. Même si vous êtes là, assis, à observer vos propres pensées. Mais vraiment, la méditation a cette composante de silence qui est très importante. C'est vraiment quelque chose qui stimule l'esprit, finalement. Et si vous voulez une explication simplement psychologique, eh bien, cela permet de faire émerger des processus inconscients créateurs. Alors, je ne veux pas faire d'interprétation ici, mais simplement citer un fait, à savoir que c'est cela, la pratique de la méditation. J'aimerais dire que j'aime beaucoup le dernier livre d'Andrew Cohen qui souligne vraiment, justement, le fait que
avoir en soi une ouverture silencieuse, une pratique de la méditation basée sur cette ouverture silencieuse permet vraiment de donner naissance à la créativité. Donc ça, c'est vraiment un travail que vous pouvez faire, un travail de nettoyage intérieur, psychologique. Il y a beaucoup de traditions des années 60 aux États-Unis qui disaient que si vous faites votre travail spirituel, vos problèmes psychologiques vont se dissoudre d'eux-mêmes. Et donc voilà ce que nous appelons aujourd'hui en Californie le bypass spirituel. Alors, c'est vraiment le pontage spirituel. Et voilà, n'essayez pas de chercher, de traiter votre psychologie, méditez. Bon, voilà, ça appelle, ça demande réflexion. Et en tout cas, effectivement, il faut faire son propre travail de nettoyage intérieur. Andrew le dit dans son livre. Et si on va encore plus loin, eh bien, peut-être que l'on peut se poser dans son propre silence intérieur pour s'ouvrir à ce qu'il appelle l'impulsion évolutionnaire créatrice, à savoir une impulsion qui permet de faire avancer les choses. Et j'aimerais relier cela à l'idée, non pas du fait que l'univers est mondocentrique, c'est-à-dire qu'il a été créé pour le monde, mais toutefois, j'aimerais relier ça au fait qu'il y a quelque chose de fondamental dans la manière dont fonctionne le cosmos pour l'évolution, pour la vie. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans la méditation et dans cette ouverture au silence, ou cette ouverture silencieuse. Et j'aimerais également relier ça avec ce qu'a dit Mathieu Ricard dans sa présentation ce matin, à savoir que la méditation permet d'évoluer dans l'identité, à savoir de se désidentifier d'une certaine vision de soi-même. Et si on regarde les différents niveaux de conscience qu'on voit ici, nous avons tous des valeurs, des identités qui sont liées à ces niveaux d'une manière ou d'une autre. À un niveau, vous pouvez être le guerrier, dans un autre niveau, vous pouvez être le prêtre, dans l'autre niveau, vous pouvez être la femme d'affaires ou l'homme d'affaires, ou l'écolo. Donc, si vous pensez en termes d'identité, si on ne peut pas se désidentifier à cela, eh bien, là, on va simplement faire une reproduction du passé sans pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau. Alors moi, j'ai étudié auprès d'un grand yogi. Et lorsque je suis allée vers lui, au début, j'ai pensé que j'allais pouvoir apprendre à développer des pouvoirs. C'était quelqu'un qui était capable de modifier la température de ses mains, ses battements de cœur, etc., etc. Donc j'ai pensé qu'il allait me transmettre des pouvoirs. Et la première chose qu'il m'a dit, le yogi, c'est être heureux. Comment est-ce que l'on peut être heureux? Eh bien, en servant les autres. Et c'était là tout son enseignement. Voilà. Moi, ça faisait 20 ans que je travaillais là-dessus, et en fait, il s'agissait simplement de s'occuper des autres. Ça ne l'intéressait pas du tout de parler des pouvoirs. Hein. Et vous voyez, c'est vraiment une attitude positive, d'altruisme. C'est très difficile de passer au-delà de l'ego, de se débarrasser de l'ego. Mais j'aimerais vous dire que au début, quand j'ai commencé à travailler, je pense que vraiment ça a été vraiment ça le fondement du travail, c'est cet altruisme, se tourner vers les autres. Effectivement, c'est intéressant parce que lorsque vous dites, il y a quelque chose qui a vraiment très haut lâcher prise. On a parlé de l'éveil, de ces différents niveaux de conscience, du fait de se libérer de ces différentes identités. Alors, lorsqu'on parle de la conscience qui évolue ou qui est immanente, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que l'évolution fait partie de ce que nous faisons, de ce que nous devenons? Et est-ce qu'on a besoin justement de ce silence, de cette position, silence, pour pouvoir continuer à évoluer? Parce que comme l'a dit Trinh Xuan ce matin, on ne peut pas faire ça si on n'avance pas, on ne peut pas continuer. Alors lorsque l'on parle de créativité et d'évolution, eh bien ce sont deux notions qui sont tout à fait proches. On ne peut pas les préfigurer toutefois. On ne sait pas où on va avec cela. On a une idée un peu générale du fait que nous allons aller vers plus d'altruisme, moins d'égocentrisme. Toutefois, la créativité parle du nouveau, de l'émergence de nouvelles idées,
de nouveaux espoirs, de nouvelles perspectives également. Donc, la méditation permet, entre autres, de se départir de ces vieilles structures pour pouvoir eh bien, poser un regard neuf sur le monde. Et c'est ça l'évolution sur toutes ses formes. C'est un mouvement vers l'avant. Tout dépend de votre propre vision du monde spirituel et de la manière dont il fonctionne. On m'a dit eh bien, que tout existe dans le monde subtil avant de se manifester dans le monde matériel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris également auprès des yogis. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment eh bien, se projeter dans l'avenir, parce que la réalité se forme déjà dans le monde subtil, dans le royaume subtil. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de recherches en ce qui concerne la survie de la conscience après la mort, par exemple. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et je m'en tiendrai là. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre en ce qui concerne toutes les différentes possibilités que nous avons en tant qu'êtres humains. Ça revient également à parler du travail de Rupert, qui pose la question des limites de manière très pertinente. Une dernière question pour vous. Vous avez parlé de Ken Wilber et il a beaucoup utilisé ce terme de holon, les holons. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une émergence collective, d'une nouvelle manière de nous percevoir en tant que groupe collectif pour pouvoir avancer ensemble? Quelle est votre idée par rapport à cela? Est-ce que l'évolution est un phénomène purement individuel ou est-ce qu'il est également collectif et comment est-ce que ça peut se produire à l'échelle collective? Alors, je vous ai dit qu'il ne fallait pas me poser des questions par rapport au holon. Je vous avais averti. C'était qui? Spinoza, qui parlait justement de toutes ces choses intégrées à l'univers. Bon. Alors, le holon, c'est, voilà, on est à la fois un tout et partie d'un tout. Oui, ça dépend en fait de ce niveau post-métaphysique, à savoir que moi, en tant que psychologue, je n'ai pas vraiment exploré cela, mais ce que je peux dire, c'est que j'observe que de plus en plus de personnes donc expriment un intérêt croissant pour cette conscience collective. Alors ça, c'est quelque chose qui existait déjà au niveau tribal. Il y avait une conscience tribale, par exemple. Si vous parlez de chamanisme, ou que vous intéressez aux cultures tribales et primitives, eh bien vous allez pouvoir identifier tout cela, le fait d'être capable de se connecter à distance, etc. C'est pas si rare. Et puis c'était pris pour acquis. Dans les communautés aborigènes en Australie, il y a l'expérience du rêve, par exemple. Et depuis le siècle des Lumières, on n'en avait pas beaucoup entendu parler, mais maintenant, on voit émerger un processus d'exploration de cette conscience collective de plus en plus. Alors, je ne sais pas trop où on va avec ça, mais si vous me posez la question, en tant que chercheur de la conscience, la prochaine étape, à mon avis, va être extrêmement intéressante, justement du point de vue des connexions au sein des groupes, du collectif et de la créativité que cela peut produire. Je sais qu'Andrew travail. Donc, c'est vraiment quelque chose qui émerge également dans les grandes entreprises. Il y a des gens qui commencent à travailler sur cette idée. Et ils posent justement cette question, croyez-le ou non, dans les grandes entreprises. Et il commence à y avoir des mises en place de groupes de contemplation. Et donc, les grandes entreprises aujourd'hui commencent à s'intéresser à cette intelligence, à cette conscience collective.